Le marché n'est pas, si tu veux, à mon humble avis, n'est pas une entité avec laquelle tu négocies. Tu négocies pas avec le marché, tu ne le convaincs pas, tu vois. Tu ne lui imposes pas tes vues, tu ne lui imposes pas ton intelligence ou ton argumentation. Il a toujours raison. Et même quand il a tort, il a raison. Il y a une grande maxime que tout le monde doit connaître. Si vous ne la connaissez pas, vous devez la garder en tête. C'est le marché peut rester plus longtemps irrationnel que toi, tu peux rester solvable. Il y a 50% de tes trades où tu sais que tu vas perdre de l'argent et 50% où tu vas gagner de l'argent. Donc, au moins, même si tu es le meilleur, tu sais que le marché, 51% en fait du temps, aura raison. Avec les, 7 ou 8 minutes que tu viens de nous offrir, on se rend compte de la complexité réelle qui est le marché. Et j'espère que ça donnera à l'info à un maximum de personnes, que tous les gens qui vous promettent 50% par mois avec du copy trading ou des algos sur Telegram, mais qui sont aujourd'hui malheureusement 80% du marché de l'investissement sur le mass market, et que vous vous rendrez compte que c'est tellement plus compliqué que ce truc-là. On n'est ni plus ni moins que l'empilement des décisions qu'on prend. Ouais. Donc si théoriquement on arrive à augmenter la probabilité qu'on a de prendre une bonne décision, logiquement notre vie devrait être meilleure et on devrait arriver plus vite à nos objectifs. Donc ça fait 1 an que je lis énormément de bouquins sur la prise de décision en tant que telle, tu vois. Et s'il y a un point que j'ai retenu et qui est extrêmement important selon moi, c'est qu'en fait, lui, c'est Mehdi. Et c'est un vrai trader. C'est sans doute le seul mec à qui je fais confiance quand il s'agit de parler de finance. Et aujourd'hui, il s'occupe de gérer l'argent d'énormes fortunes des Émirats Arabes Unis. J'ai toujours été fasciné par le monde des finances. Et aujourd'hui, il va tout nous partager. Ses anecdotes de trader, ses plus grosses pertes, ses gains aussi. On va réussir à comprendre qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de ce monde secret. Et on va aujourd'hui voir ça ensemble dans 60 minutes chrono. Bon visionnage. Lui, c'est Alexis. Il a 21 ans et depuis plus de 5 ans, il s'efforce à côtoyer uniquement des gens qui le font kiffer. Alexis est un vendeur et depuis toujours, il adore les petites questions qui créent les grandes discussions. Alors que tout le monde crée les mêmes podcasts avec les mêmes questions, Alexis et son équipe ont voulu créer un jeu sérieux dans le fond et gaulé dans la forme. 60 minutes chrono. Imagine. Un jeu qui lie humour, des bons moments et des rires avec du sérieux, de la valeur et des clés pour changer sa vie. C'est ce qu'Alexis et ses équipes ont créé juste pour toi. Le jeu est extrêmement simple. Pendant 60 minutes, Alexis va tirer des cartes pour son invité. Sur chaque carte se cachent des questions qui vont de simple à très compliqué. L'invité sera muni de 2 cartes spéciales. La carte Joker qui va permettre à l'invité de ne pas répondre, et la carte Reverse qui va obliger à Alexis à également répondre à la question. Vérité ou mensonge, dans tous les cas, il y en a qui vont cracher le morceau aujourd'hui. Bon épisode. eh bien, chers amis, bonjour. Bonjour et bienvenue dans 60 minutes chrono. Les petites questions des grandes discussions. Ouais. Un jeu sérieux dans le fond et gaulerie dans la forme. Top. Je suis avec Mehdi aujourd'hui, qui est une personne que j'apprécie énormément, que j'avais qui était déjà venu sur un épisode, non pas de cette émission, mais avant, sur un podcast, qui avait énormément plu, parce qu'il avait partagé beaucoup de valeurs sur le monde des finances. On avait essayer de voir ce qui se passait dans les coulisses. dans les backstage du monde des finances, et beaucoup de gens avaient apprécié. J'avais eu beaucoup de retours ultra positifs. On s'était dit d'ailleurs que ça avait été trop court et qu'il aurait fallu prolonger. C'est vrai. Donc on part pour 1 heure de 60 minutes chrono. Du coup, je suis de retour à Dubaï et est-ce que tu es ready? C'est parti. Content, j'aime beaucoup le concept de l'émission. Je n'ai pas pu regarder tous les épisodes. T'en as vu un petit peu? Mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien et ça permet d'apprendre à se découvrir sous une autre facette. Donc, je suis assez d'accord. Alors, on lance le chrono comme d'habitude. Bam, on est parti. Et du coup, on va commencer. Je vais shuffle. Parce qu'à chaque fois, on me dit que je triche et que j'arrange les choses. Pourtant, t'es pas un tricheur. T'es un mec faire. It depends. La fin justifie les moyens. Exactement. Allez, on est parti. Alors Mehdi, dis-moi, si tu devais garder 10% de ta journée, qu'est-ce que tu garderais? Alors, c'est une bonne question. Alors, j'ai besoin d'un peu de précision. 10% en termes de quelle est la partie de la journée ou les choses que je fais dans la journée. Alors, moi... c'est intéressant. J'aime bien la forme et le fond.
Du coup, les deux, petit 1, quelle est la partie de ta journée, les 10% de ta journée que tu garderais, mais à la fois aussi en termes d'action, si tu avais le choix de garder que 10% de tout ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce que tu sélectionnerais de garder proche de toi et tous les jours? D'accord. Alors, on va commencer par la forme, c'est-à-dire dans la journée, 24 heures. Ce que je garderais, ça serait les 5 premiers pourcents de la journée et les 5 derniers pourcents de la journée. Pourquoi? Parce que les 5 premiers pourcents de la journée, c'est-à-dire je suis encore au plumard, relax, tranquille, relax. It depends, parce qu'en ce moment... Imaginons un monde fantastique où on se réveille le matin et il n'y a pas de pleurs. Et c'est tous les matins, je visualise la journée. C'est-à-dire, non seulement en termes du boulot, de ce que j'ai à faire et des marchés, du taf, mais aussi des objectifs perso, des objectifs de famille, des objectifs physiques, tu vois. Donc, j'ai une petite to-do list, tu vois, que je mets en place mentalement tous les matins. Et c'est quand j'ai terminé ces 6-7 points que je sors du plumard. Tu fais first in the morning. Voilà. Avant même de sortir du lit. Avant de sortir du plumard. Voilà. Un délire. Toujours. C'est-à-dire vraiment, là, j'ouvre les yeux, je regarde, je réfléchis, je me dis, ok, très bien. Avant de consulter le téléphone, avant tout, je me dis, ok, très bien. Bon, je sais que j'ai ça, j'ai cette réunion, très bien. Mais qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Tu vois, qu'est-ce que je dois et qu'est-ce que je veux accomplir? Et puis, bien sûr, les 5 derniers pourcents de la journée, et on fait le feedback, quoi. Voilà. On fait le feedback et essayer de comprendre pourquoi. Le pourquoi j'ai réussi, ouais. Le pourquoi j'ai pas réussi. Et surtout, essayer de me dire, OK, demain, comment je peux calibrer la journée différemment? Tu vois, ça peut être 1%, ça peut être tout changer, ça peut être me dire, mentalement, j'ai besoin d'une to-do list de 5 plutôt que de 7, tu vois. Donc, tu vois, c'est toute une gymnastique, tu vois, de mettre les objectifs en place, d'exécuter la journée en se disant, je me dois moi-même d'avancer sur les objectifs que je me suis fixés, et le feedback objectif, pareil, le soir, dans le plumard, dans l'obscurité. Tu vois, me dire, ok, très bien, alors j'ai réussi à faire ça, ça je l'ai bien fait, ça je l'ai fait, mais j'aurais mieux fait. Ah, ça j'ai pas assuré. J'ai pas assuré sur ce coup-ci. Dans cette réunion, j'aurais dû réagir de cette manière-là. Le troisième round de boxe, j'ai pas assuré. Le coach, il m'a mis un hook, je l'ai pas vu venir, tu vois, alors que je m'étais entraîné devant le miroir. Enfin, tu vois, tous ces petits trucs qui restent, qui étaient destinés à être accomplis. Je fais le feedback et le lendemain matin, rebelote. Tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la forme. Et donc pour le fond, pour justement donner un peu de substance à cette gymnastique intellectuelle, ça serait comprendre toujours un peu mieux la finance. C'est-à-dire que même si ça fait 15 ans que je suis dans le métier, j'ai toujours des choses à apprendre et je cherche toujours à apprendre quelque chose. Essayer de faire kiffer quelqu'un. Voilà. M'améliorer ne serait-ce que 5 secondes ou au sport. Tu vois, par exemple, courir ou un round de boxe. Et puis la religion. Voilà. L'aspect spirituel et de me dire qu'au final, tout ça, c'est bien beau, c'est cool, mais c'est bien de garder le paradigme et le cadre dans lequel j'évolue et d'être reconnaissant par rapport à ce que j'ai. Si tu arrives à green checked ces 4 points-là, tu te dis, OK, j'avance, je suis sur la bonne voie. Exactement. Alors, c'est dur. Franchement, c'est dur et c'est volontaire. Tu vois, parce que je conçois pas déjà que la vie soit facile. Dans ma tête, j'ai enlevé l'idée que la vie doit être facile. Voilà. C'est-à-dire que je conçois et je me prépare à de la difficulté au quotidien. Alors, ça ne veut pas forcément dire de la souffrance, mais de la difficulté. Et si quelque chose est apparemment trop facile ou est fait avec un peu trop d'aisance à mon goût, je cherche à le pimenter à le pimenter, à le durcir, à essayer de me faire sortir des clous, à essayer de me mettre en porte-à-faux moi-même, tu vois. Est-ce que c'est du masochisme? J'en sais rien. Mais voilà, c'est la façon dont je fonctionne en gardant ces piliers, taf, sport, famille, faire kiffer et la religion. Train hard, the war will be simple. Exactement.
Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, j'ai l'impression que malheureusement, on est. Alors, je sais pas si c'est générationnel. Je peux pas parler comme un vieux schnock, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup trop focus sur le résultat, tu vois, ou sur l'apparence du résultat, plutôt que sur le process Et le chemin. et le chemin. Et en fait, là où j'ai essayé de faire du travail sur moi, c'est d'apprécier la difficulté du chemin. Et de me dire qu'au final, est-ce que... Tu vois, c'est comme... Toi, tu fais du sport aussi. Tu fais de la boxe, je sais que tu t'entraînes tous les jours. Et tu sais, il y a un moment, quand tu t'entraînes, quand tu fais du shadowboxing, que ce soit au round 3 ou 4, tu sens l'acide lactique, tu vois, qui commence un peu à tourner. Tu sens que les réflexes, ils sont pas les mêmes. Si tu fais du shadowboxing... Tu sens que si t'étais en réelle situation, ça pourrait mal se passer, exactement. mais que tu t'autorises à être moins bon parce qu'il y a personne en face. Exactement, même s'il y a le miroir et tu te dis, ça va, j'esquive, mais en fait, le coup, il est parti beaucoup moins rapidement. Et ben, c'est à ce moment-là où, justement, quand personne ne regarde ou quand tu es face à ton miroir, que je me dis, ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant que la différence, elle est en train de se faire. Tu vois, c'est pas le premier round, c'est pas quand t'as couru un quart d'heure, quand t'as skip pendant 5-10 minutes. Non, c'est pas ça. C'est à ce moment-là. Et pour faire le parallèle avec le feedback, c'est là que ton corps, il te donne du feedback. Et je me dis, ce feedback de difficulté, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à apprécier. Et c'est ça que j'essaye d'apprécier et de me dire, OK, ça devient difficile. Si j'arrive à persister dans la difficulté, ben, ça veut dire que je m'améliore. Ça veut dire que je me rends plus dur, plus résistant, tu vois. Et il y a une certaine satisfaction dans ce truc parce que, au final, quand tu as fini la session, il y a 2-3 moments où tu kiffes, mais après, tu vois, c'est fini, tu vois. Et je me dis, mais merde, c'était à ce moment-là, ce moment de difficulté. C'est là où il fallait kiffer, en fait. C'est exactement ça. Et voilà, et c'est aussi dans la journée comme ça que j'essaye d'apprécier et de me dire par rapport aux objectifs que je me mets, quand il y a des difficultés, et il y en a tous les jours, me dire, OK, là, ça va être une bonne petite story à me remémorer seul ce soir. Comment je vais gérer ça, tu vois. Et donc, du coup, ça fait appel à beaucoup de qualités que tu as ou que tu n'as pas, que tu dois développer. Et c'est comme ça que moi, j'essaye d'organiser ma vie et ma journée, quoi. 5% du matin, 5% du soir. Exactement. C'est ouf, tu sais, nous, on dit donc, on a créé un agenda pour nos vendeurs où on part du principe que si chaque vendeur fait ses 5 tâches tous les jours, il a 100% de chance, non pas 99, mais 100% de chance de réussir dans la mesure où il le fait sur assez longtemps. Et c'est deep work le matin, puis roleplay, puis leur slot d'appel, puis réécoute d'appel, et ensuite tracking des habitudes. Okay. Et en fait, c'est drôle parce que si on extrait la première et la dernière, autrement dit deep work de préparation de journée, et checker si on a fait ses habitudes, le tracking d'habitudes, voilà. Ça revient en vrai beaucoup à ce que tu dis. Ouais. Et j'aime trop parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui oublient de se fixer des objectifs et qui se font uniquement que des feedbacks positifs ou négatifs. Donc en vrai, c'est juste pas honnête vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est ça, parce que tu te fais du feedback sur quoi ? Tu vois. Sur rien qui a été fixé. Exactement. Et à contrario, il y a encore d'autant plus de personnes qui se fixent des objectifs, il y en a plus, mais qui traquent jamais les résultats. Et puis le lendemain, qui recommencent et qui se disent, mais pourquoi je patauge, quoi ? Pourquoi j'avance ? Pourquoi je me disperse ? Pourquoi j'arrive pas à garder le focus ? Ou pourquoi je m'améliore pas ? Tu vois, tu te dis, mais pourtant, je cravache, je tape 10, 12, 15 heures par jour. Je me fixe des objectifs et le lendemain, rebelote. Si tu traques pas, ça Si tu traques pas, si tu réfléchis pas, si tu donnes pas la valeur au feedback et ton propre feedback, objectivement. Parce qu'au final, à part 1 ou 2 personnes dans ta life, moi je pense en l'occurrence à ma mère, tu vois, qui vont te donner un feedback, tu vois, qui est ma mère, ma femme en l'occurrence, et mon frère, qui te donnent les feedbacks. C'est-à-dire avec le respect, mais alors la vérité, elle te... C'est sharp. Sharp as attack. Exactement. Mais tu peux pas compter, tu peux pas dépendre de ça. Et de ça. Tu peux pas dépendre de ça. Si tu l'as, c'est très bien, mais il faut le développer soi-même, tu vois. Et aussi, même les gens qui te connaissent le mieux, qui t'apprécient le mieux, mais ne te connaissent pas aussi bien que toi, tu peux te connaître. N'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes ambitions, et eux, ils te jugent, ils t'encouragent de leur perspective, tu vois. Moi, si j'ai envie de faire un match amateur de boxing,
tu vois, de boxe, j'ai envie d'en faire un. Ok. Donc à chaque fois que je m'entraîne, il y a aussi ce feedback-là. Tu as un coin de ta tête où tu dis... Exactement. Bah, là, sur les 3 personnes que je t'ai nommées, il y a 100% qui sont contre. Tu vois, donc là, je ne peux pas compter sur leur feedback pour m'améliorer par rapport à cet objectif, tu vois. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est important de garder, d'être capable d'être son propre fan, mais sa première critique. Voilà. Be proud but never satisfied. Mec, tu pourrais ouvrir un Instagram juste avec des quotes. avec tes quotes. Alexis. Mais elles viennent toutes en anglais, j'en ai pas une seule en français. C'est ça qui est dingue. Non, elles sont à chaque fois, elles sont bien ajustées. I try to. Donc, dans le domaine des finances, parce que c'est ton job depuis longtemps, quel a été... Tu sais, moi j'aime bien me dire que je suis le fruit de toutes les décisions que j'ai prises et donc du coup de toutes les conversations qui m'ont marqué dans ma vie. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière de financier au global? Parce que tu n'as pas fait uniquement que du trading dans ta vie, tu as touché à beaucoup de sujets. Mais quel est le truc où tu t'es dit « Putain, c'est fou, j'avais pas compris, je viens de comprendre ce conseil et le fait de l'appliquer au quotidien, ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. » Le marché a toujours raison. Voilà. C'est-à-dire que on est, surtout dans la culture française que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai grandi, j'ai évolué intellectuellement, on a été nourri c'est ce que l'on est en train de faire, à la dialectique. Tu vois. On discute, on débat, on réfléchit, on est pour, on est contre. Et souvent, quand on retranspose cette mentalité ou ces réflexes à la finance, on se fait démonter. Parce que le marché n'est pas, si tu veux, à mon humble avis, n'est pas une entité avec laquelle tu négocies. Voilà, tu négocies pas avec le marché, tu ne le convaincs pas, tu vois. Tu ne lui imposes pas tes vues, tu ne lui imposes pas ton intelligence ou ton argumentation. Il a toujours raison, tu vois. Et même quand il a tort, il a raison. Les Black Swat. Exactement. Et il y a une grande maxime que tout le monde doit connaître. Si vous ne la connaissez pas, vous devez la garder en tête. C'est le marché peut rester plus longtemps irrationnel que toi, tu peux rester solvable. Voilà. Le marché peut rester plus longtemps irrationnel que toi, tu peux rester solvable. Voilà. Donc, ça veut dire ça prend un peu... Alors, il faut se la répéter 2-3 fois et puis après, ça monte au bout d'un moment. C'est ça. C'est-à-dire que même quand il a tort, même quand ce qui se passe, ça n'a absolument aucun sens d'un point de vue économique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue valorisation. Et tu te dis, mais toutes les théories, les analyses, les calculs que j'ai vont faits contre ça. Vont contre ça. Et tu te dis, je double down, je double down, je double down. Tu peux double down autant que tu veux. Il te ruinera avant que tu aies raison. Exactement. Exactement. Et ça a été l'une des grandes leçons de ma carrière, où il faut, si tu veux, il faut garder l'humilité. On revient toujours encore une fois au feedback. Parce que quand le marché te donne un feedback qui est, sur ce coup-ci, tu t'es trompé, ça ne veut pas dire que 6 mois avant ou 6 mois après, tu aurais eu tort ou tu aurais eu raison. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que tu veux faire, ça ne marche pas. Donc, écoute ce que te dit le marché, coupe tes positions, prends le feedback, vois ce qui se passe dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, réanalyse et comprends pourquoi ça s'est passé de cette manière-là et qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment. Mais tu sais que grosso modo, on parle même des meilleurs traders, des meilleurs hedge fund managers, dans 50% du temps, tu te ramasses. Il y a 50% de tes trades où tu sais que tu vas perdre de l'argent et 50% où tu vas gagner de l'argent. L'idée, c'est de gagner plus que ce que tu perds. Exactement. Overall. C'est ça, en développant un avantage statistique. Mais en gros, c'est ça. Donc, au moins, même si tu es le meilleur, tu sais que le marché, 51% en fait, du temps, aura raison. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'essaie toujours de garder à l'esprit. Et même quand lui et moi, on est alignés, je parle de lui comme si c'est une personne. D'ailleurs, au bureau, enfin, dans l'industrie, on parle du marché comme si c'est une personne. Ça me plaît, ça. C'est le boss, tu vois, c'est le parrain.
Et tu vois, et de tous les jours, on rentre dans son bureau, tu vois, toc toc toc. Bonjour monsieur marché, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Ok, voilà ton bif, ou sinon donne-moi ton bif, tu vois. Et quand tu sors du bureau, tu dois te dire merde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai gagné ou pourquoi je me suis fait plumer? Une négociation au quotidien, quoi. Voilà. Rentrer, c'est dû en ramasser le maximum. Exactement. Et ouais, non, ça c'est important de le savoir, et surtout que il y a beaucoup de gens qui sont trop intelligents pour leurs propres bénéfices, tu vois. C'est qui vont dire non mais c'est pas possible, tu vois. Je sais que j'ai raison, je sais que le marché va me donner raison, tu vois. Et c'est souvent aussi renforcé par les images hollywoodiennes, des films comme Loup de Wall Street. Loup de Wall Street. Alors, Loup de Wall Street, lui c'était un broker véreux. C'était un seller. Ouais. Mais plutôt The Big Short. The Big Short, c'est le truc que je cherchais. Voilà. Qui explique Subprime. Exactement. Et comment tu as toutes les trois quarts du film, Michael Burry, qui est joué par j'oublie son nom, Christian Bale, très grand acteur, j'aime beaucoup, qui est presque, on va dire, un autiste. En fait, il est un autiste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il est dans sa vision, dans l'analyse, mais presque même des différents quartiers d'immobilier aux États-Unis où il réalise il y a un truc qui va péter. Sauf que lui, il le fait depuis 2005-2006. Il faut savoir que la crise a explosé en 2007-2008. Et quand il réalise fondamentalement qu'il y a quelque chose qui va péter, il met en place son trade. Alors quand où il parie sur l'explosion de la bulle immobilière, quand il va chez les banques internationales pour pitcher son idée, pour dire voilà, moi je suis un hedge fund, voilà le type de produit que j'aimerais que vous me designez, que j'aimerais acheter, donc vous allez me faire ce produit qui va en gros parier sur la chute du marché immobilier. Les gens lui rient à la face. Les gens lui rient à la face parce que le marché est boule immobilier. C'est solide, c'est de la brique, tout le monde a confiance à ça. Exactement, tout le monde fait de l'argent. Des homeowners, aux mortgage brokers, aux banques qui prêtent de l'argent, aux banques d'investissement qui repackagent les loans et qui les revendent, aux hedge funds qui investissent dans ces subprimes, ces produits. Tout le monde fait de l'argent. Donc le mec qui dit, moi je vais acheter un produit qui va performer quand ce marché va se casser la gueule, les gens lui rient. J'invite les gens à aller regarder ce film où les gens se foutent de sa gueule. Il y a une scène dans le film où le mec, quand il part avec ses petits dossiers, c'est chez Goldman Sachs, et derrière, tu vois les mecs, ils ferment la porte du meeting et ils sont là, et ils se poilent la gueule, tu vois, ils se foutent de sa gueule, tu vois. Et en fait, pendant 2 ans, le mec se fait ramasser. Et il se fait ramasser au point où ses propres investisseurs le menacent, même presque, mais légalement, judiciairement, lui dire, mec, mais arrête cette connerie, coupe ta position et revenons dans le... arrête, tu te trompes. Le marché te dit que tu te trompes, tu vois. Et à la fin, en fait, il a eu raison. Enfin, il a eu raison, mais ça s'est joué à quelques mois. Parce que le produit, en fait, perdait tellement d'argent qu'il allait être obligé de mettre la clé sous la porte. Et ça s'est joué à quelques mois où le truc se casse la gueule. Surtout avec le leverage et... Exactement. C'est un problème, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Et donc voilà. Donc à part des cas extrêmes, uniques, auxquels les gens aiment bien s'identifier, tu vois, à titre personnel, mais dans 99% des cas, n'allons pas à l'encontre du marché. Tu as beaucoup plus à perdre qu'à gagner, quoi. Alors du coup, ma question, c'est, tu sais... Moi, j'ai toujours entendu parler qu'un bon trader, c'était quelqu'un qui réussissait à suivre son plan, oui, en essayant de minimiser vraiment le côté émotionnel, voire même de l'annihiler complètement. Et du coup, ma question, c'est, admettons que tu aies créé un plan sur 1 an qui te dit que tu dois continuer à faire une action qu'on va appeler A, et admettons qu'il y a un truc qui se passe qu'on va appeler X, et qui du coup te pousse vraiment, comme le marché te fait le feedback, à aller à l'encontre de ton plan que tu avais à la base fixé. Comment est-ce que tu arrives à te dire, là, même si mon plan c'était A, en fait je dois faire B parce que le feedback du marché qui est X, il est beaucoup trop fort. Ou alors tu te dis, même si X c'est un vrai feedback fort, je reste quand même sur mon plan de base parce que c'est ce que devrait faire un bon trader. Comment tu balances entre ces deux trucs, tu vois? Alors c'est une excellente question. Et en fait, là, tu résumes le paradigme du marché. C'est exactement ça, d'un point de vue d'un investisseur. En fait,
la meilleure façon d'approcher l'investissement, c'est d'imaginer tous les scénarios possibles et d'avoir un plan dans tous les cas de figure. D'accord ? Et ces cas de figure, ils vont être motivés, ils vont être designés, ils vont être organisés en fonction de la data, en fonction de la donnée macroéconomique, des événements géopolitiques et autres. Tu vois. Donc, toi, il ne s'agit pas uniquement de se dire « Ok, j'ai mon plan, il est ce qu'il est parce que j'ai ma vision, parce que j'ai mes données et tout. » C'est me dire « Ok, si je base mon plan sur 5 données macroéconomiques que j'estime être vitales. Si données 1, 2, 3 ne changent pas, reste données 4 et 5, elles commencent à battre de l'aile. Tu vois. C'est ça, tu vois, parce que ce n'est pas les 5 qui commencent à partir dans tous les sens. La question, c'est qu'est-ce que je fais ? Très bien. En fait, tu organises statistiquement, tu fais un espèce d'average pour te dire, OK, fondamentalement, en moyenne, le plan reste le même. Je vais surveiller ce qui se passe sur ces 2 variables, mais je ne vais pas complètement changer le plan. Tu vois. Je vais rester en ligne, mais je vais peut-être enlever un peu de chips off the table. Tu vois. Pas la peine de complètement changer de stratégie, mais c'est là où le risk management entre en considération. Donc, vendre un petit peu, convertir un peu en cash et voir. Mais on garde la même position. Et en fonction de l'avancée et des données que tu collectes et la façon dont tu les analyses, tu adaptes ton plan. Et si les 2 se transforment en 3 et se transforment en 4, c'est là que dynamiquement, de manière dynamique, tu ajustes tes investissements, tu ajustes ton plan et tu ajustes tes positions. Tu vois. Et souvent, la question, c'est ajuster trop tôt ou ajuster trop tard. Tu vois. Et c'est là où, malgré la technologie, les intelligences artificielles, les algo-trading, c'est là où il y a quand même encore l'aspect human discretionary, tu vois, l'aspect jugement humain, tu vois, esprit critique, qui est extrêmement encore important de se dire, OK, aujourd'hui, je suis face à de la donnée brute, très bien. Il y a plusieurs façons d'analyser la donnée brute. Tu vois, tu peux très bien expliquer l'inflation elle monte pour X ou l'inflation elle monte pour Y. Tu vois. Donc, encore une fois, il y a un jugement humain par rapport à une donnée claire. Parce qu'un sujet peut être corrélé à en vrai, presque une infinité de variables. Exactement, tu vois. Et c'est là où tu te dis, bon, bah, très bien. Bon, bah, puisque moi, j'analyse, par exemple, la poussée de l'inflation par rapport aux facteurs 1, 2, 3, bah, je vais surveiller les facteurs 1, 2, 3 pour me dire si j'analyse l'inflation de la bonne façon, tu vois. Et si je me trompe, je me dis, ben là, encore, le marché me donne un feedback comme quoi je suis en train de me tromper. Avant de commencer ni à paniquer, ni à double down en me disant non, mais de toute façon, ça va rectifier. Double down, peut-être pour... Oui. Parce que... non. Tout de même. Double down, c'est typiquement dire le marché commence un peu à baisser et tu te dis, bon, bah, c'est très bien, je vais pouvoir racheter les mêmes choses à moins cher. Tu vois. Donc, tu vas rempiler, tu vas renforcer ta position. Voilà. Et c'est là où tu te dis, bon, bah, très bien, j'observe et comment j'analyse ce changement de variable et est-ce qu'il est suffisant à ma discrétion, à mon jugement pour pouvoir changer de plan. Tu vois. Et c'est ça qui distingue les très, très bons investisseurs des investisseurs médiocres. Et tu vois, c'est là où si tu avais déjà ta formation qui était créée, j'aurais pu faire un plan d'insert. Parce que, je trouve que avec les, 7 ou 8 minutes que tu viens de nous offrir, on se rend compte de la complexité réelle qu'est le marché. Et j'espère que ça donnera l'info à un maximum de personnes, que tous les gens qui vous promettent 50% par mois avec du copy trading ou des algos sur Telegram, mais qui sont aujourd'hui malheureusement 80% du marché de l'investissement sur le mass market, et que vous vous rendrez compte que c'est tellement plus compliqué que ce truc-là, et que s'il y a des gars comme Mehdi qui sont payés des salaires de footballeurs à l'année pour réussir à comprendre comment le marché fonctionne dans des énormes... J'entends dire que les closers gagnent beaucoup mieux que nous. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand vous entendez ce genre de discours, j'espère, et je le dis de manière sincèrement, parce qu'on voit tellement de gens qui se font arnaquer sur ces sujets, que vous vous rendez compte à quel point c'est un sujet qui est
tellement plus sérieux, complexe que juste 3 petits gars qui, en réalité, gamble et prennent des paris qui sont, pour la plupart, complètement dingues, quoi. Alors, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que j'ai une annonce à faire. It's time. It's now or never, man. Voilà. Alors, j'ai pas de formation à vendre. Et je vendrai jamais de formation. Mon objectif personnel, ça fait partie des petites lignes de feedback du matin et du soir, après le taf. C'est ma mission, c'est d'essayer d'éduquer financièrement le plus de gens possible, gratuitement. Voilà. C'est-à-dire que j'estime que comme on a la responsabilité d'être en forme, de faire du sport, d'entretenir des bonnes relations sociales, de travailler sur des soft skills émotionnels, tu vois, de se fixer des challenges, comprendre la façon dont l'argent fonctionne et comment mieux gérer son argent, fait aussi partie des building blocks que chaque personne doit maîtriser. Et donc, je travaille justement sur un programme à mettre à disposition du plus grand nombre possible tout ce que j'ai appris sur les 15 dernières années gratuitement. Ça fait une plombe que je le tanne en lui disant commence sur Insta, commence sur YouTube, fais des vidéos, fais tes Reels. Et peut-être mettez-lui un peu du jus, envoyez-lui des messages, faites quelque chose parce que moi tout seul, j'y arrive pas. Mais si. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais parce qu'en fait, nous, on n'est pas, contrairement à moi, cet univers dans lequel tu évolues que j'admire d'une certaine manière parce que c'est un univers que j'ai appris à découvrir avec toi, avec d'autres personnes que tu m'as présentées. Mais nous, on est de l'ancienne école. Tu vois, on est de l'ancienne école où on est, si tu veux, encore dans le prisme de travailler dur, de faire des études, de travailler dur, d'avoir une carrière, de faire de l'argent, en gardant la tête, pas baissée, mais en étant discret. Tu vois, pas en se montrant, pas en se gargarisant, pas tu vois. Et en fait, plus je vois les gens autour de moi, comme toi, comme d'autres, qui me sollicitent par rapport à ça. Et en contrepartie, je vois des gens qui offrent des formations très chères mais qui se foutent de la gueule des gens, en fait. Et ils disent, oui, mais si c'est pas nous qui le vendons, c'est quelqu'un d'autre qui le fera, tu vois. Et ben, je me dis, très bien, moi, je vais faire quelque chose. For free. Exact. Qui sera à un niveau professionnel et qui sera gratuit. Et parce que j'ai pas besoin d'une formation à 149 € pour vivre, tu vois. Et encore une fois, ça fait partie de la mission de ce que je veux faire. Essayer d'éduquer financièrement, essayer de faire comprendre que non seulement c'est important, mais c'est pas si compliqué que ça. Il y a des piliers à maîtriser, mais c'est à la portée intellectuelle de beaucoup de gens. Il y a un vrai Pareto qui existe sur l'understanding du marché de la finance. C'est-à-dire que si tu arrives à comprendre les 3, 4, 5 gros sujets qui sous-tendent en réalité tout le marché, tu auras une bonne compréhension globale, peu importe le sujet qui sera mis sur la table, quoi. Exactement. Et c'est un peu nous ce qu'on fait en vente. Alors, évidemment, il y a une grosse partie des gens qui rentrent chez nous qui sont recrutés et qu'on fait travailler. Mais moi, je me lève le matin parce que je crois vraiment que la vente change des vies. Ça a changé la mienne. Et si, tu sais, quand on finit nos réunions de recrutement, on dit s'il y a un truc sur lequel vous devez nous croire sur parole, c'est apprenez la vente, ça va changer votre vie. Que vous preniez une formation chez nous, que vous achetiez un livre, que vous regardiez un film sur la vente, il y a une garantie, c'est que si vous apprenez comment ça fonctionne, quoi qu'il arrive, vous aurez 10 longueurs d'avance sur le reste du monde. Et sur le sujet de la finance, c'est exactement pareil, quoi. Exactement. Selon moi. En fait, l'argent est la mesure de succès la plus facile. Ouais, c'est une KPI stricte qui est binaire. Exactement. 0, c'est pas bon, 1, c'est mieux. Voilà. Mais d'un point de vue personal development, j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que c'est ce que j'essaye, c'est finalement la mission de ce que j'essaye de mettre en place. C'est plutôt que de compter combien d'argent je fais pour moi, pour ma famille, j'essaie de me dire combien de vies je peux changer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça peut être aussi simple et minime que quelqu'un qui s'assoit face à son banquier privé et qui ne va pas acheter un produit à la con. Voilà. Exactement. Ou quelqu'un qui mais c'est ça, tu vois. Et qui va savoir poser les bonnes questions au bon moment. Ou des gens, je suis désolé, parce que je sais que peut-être beaucoup sont tes clients, sont vos clients, mais qui vendent, tu vois, qui vont se faire avoir parce qu'ils vont vendre des formations
et qui vont les hype up, tu vois, qui vont dire ok, très bien, les graphiques, les courbes, les signaux et tout, mais la réalité vont se faire plumer ou vont pas savoir comment passer à l'action et finalement vont se trouver démunis et même presque cyniques. Ah bah tiens, c'est encore une arnaque. Ah bah c'est encore quelqu'un qui essaie de me la mettre, tu vois. Et voilà, et donc finalement, tu détériores une vie plutôt que de l'améliorer. Et moi, je me dis, c'est bien de réaliser à concilier les deux. De réussir à changer des vies, tu vois, c'est le win-win, réussir à essayer de changer des vies et qu'on arrive à tous faire de l'argent. Voilà. Ça, c'est SNET gratuite, ça. Ah, tout ce qu'on peut prendre, on le prend. Ah, bah tu vois, c'est une question qui me plaît, ça. Vas-y. Comment vois-tu l'évolution de ton marché sur les prochaines années ? Le marché de la finance, c'est à la fois, pour moi, très ambidextre, parce que c'est à la fois un marché qui est extrêmement stable, entre gros guillemets, mais à la fois extrêmement évolutif. Ça change, ça tombe, ça remonte sur du short terme, mais si on dézoome, on a l'impression que c'est un truc qui est quand même très stable, voire presque linéaire. Mais comment tu vois, peut-être on peut faire une réponse à court terme, disons, sur l'année qui arrive, et peut-être à long terme, à horizon de 10-15 ans. Mais comment est-ce que tu vois l'évolution du marché de la finance sur les prochaines années, quoi ? En fait, je pense qu'on va être témoin de plus en plus fréquemment de Black Swan Event. C'est ce que je pense. Alors, Black Swan Event, définition, ouais. voilà. C'est typiquement des événements qui ont, dans l'univers, dans l'échelle infinie du temps, qui ont quasiment aucune chance de se réaliser. Ouais. Voilà. Ils sont définis par epsilon. Epsilon, c'est un chiffre qui est très très proche de 0. Et donc, un Black Swan, et enfin moi, c'est un truc qui en plus vraiment j'aime les maths et je suis un peu con là-dedans. Donc, tu vois, non, mais ça me plaît, quoi. Non, mais c'est comme théorie. Donc, ouais. ça signifie le signe noir. Ouais. Et donc, un signe noir, c'est un événement qui a extrêmement peu de probabilité de se produire et qui pourtant se produit quand même. Exactement. Exactement. Comme le Covid. Comme le Covid était un exemple de Black Swan qui a bouleversé la face du monde et des marchés, défiant tout modèle mathématique ou de prédiction, de probabilité. Alors, contrairement à sa définition première, je pense qu'on va arriver à beaucoup plus fréquemment de Black Swan Event. Et malheureusement, alors c'est presque philosophique, tu vois. Malheureusement, ça va creuser des fossés encore plus prononcés entre les catégories sociales des gens. C'est-à-dire, tu as vraiment des gens qui vont se faire écraser sous le poids soit de la régulation bancaire, soit de leur pouvoir d'achat qui va se faire démonter. Voilà, exactement. Soit, tu vois, des banques qui, pour X ou Y raison, vont avoir des difficultés, vont se servir sur les comptes des gens, tu vois. Et pour X ou Y raison politico, guerre, je sais pas quoi. Ou même des dingueries à la FTX ou exactement, voilà, tu vois. Et en fait, et à contrario, tu as beaucoup de gens qui, justement parce qu'ils auront su analyser et anticiper le fait que ces Black Swan Events, mais finalement ne sont plus aussi epsilon qu'ils l'étaient jusqu'à les 300 dernières années, vont savoir se préparer, s'organiser, se munir des armes et des outils. Alors, il n'y a pas besoin de parler de développer ChatGPT numéro 53, tu vois. Pas besoin d'aller aussi loin. Mais d'anticiper et de se dire, OK, le monde est en train de changer, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Par exemple, cette année, il y a 50% du monde qui vote. Il y a 60% du PIB, du produit intérieur brut du monde qui va aux urnes. Ça, tu vois, par exemple, ça, c'est quelque chose qui n'arrive que très rarement. C'est complètement dingue. Voilà. Et donc, typiquement, tu te dis, mais alors ça peut, en une année, les choses peuvent complètement changer. Tu vois, la phase de l'organisation, de la régulation des marchés, des alliances géopolitiques, de la région, des États-Unis, Trump, hein, tu vois, de la Russie, tout, la Chine, tout peut changer tu vois, et pas en une génération, en une année. C'est ouf. Et ça, la finance le regarde, l'anticipe, fait des projections de modèles statistiques en disant, OK, nous, on passe beaucoup de temps au taf à faire ça.
Que de la projection potentielle. Voilà, pour revenir à ce qu'on disait avant, se dire, OK, quels sont les cas de figure possibles et quelle est la probabilité que ça se réalise. Alors, au final, quand c'est une élection, c'est plus facile parce que c'est soit un qui gagne, soit un qui gagne. Tu vois, pas 50-50, mais en tout cas, les probas sont presque connus. Voilà, sont presque en ta faveur. Mais après, c'est OK, très bien, lui, il gagne, lui, il gagne, lui, il gagne. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire quand ces trois doivent bosser ensemble Tu vois Et est-ce que, en plus, dans cette équation, il n'y a pas une seconde folie qui va arriver, comme un Covid qui retape. Et donc, c'est là où moi, je suis complètement, tu vois, fabulé par le monde des finances. Parce que, alors, juste aussi, peut-être pour rappeler, parce que, tu sais, c'est vrai que pour les gens, c'est compliqué à toucher, quoi, ce truc. Mais je parle sous ton contrôle, mais pour moi, le marché financier, c'est ni plus ni moins qu'une représentation du monde, mais numériquement, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire que presque peu importe ce qui se passe sur cette terre, comme aujourd'hui, une très grosse partie de ce qu'on fait est de façon écrite par de l'échange monétaire, et du coup directement retranscrit sur le marché financier. Exactement. Quoi. Donc on voit par les finances ce qui se passe dans la vraie vie. Exactement. Et moi, c'est ça qui m'excite parce que il y a beaucoup de gens qui disaient que les mathématiques étaient le langage de Dieu. Et je trouve les finances fabuleux parce que tu te rends compte que c'est un grand livre ouvert dans lequel, si tu sais lire la langue en question, tu peux comprendre le monde d'une manière complètement différente. Quoi. Et surtout d'une manière complètement objective. Parce que la façon dont on essaye de nous faire comprendre ou absorber le monde par les médias, ça c'est... Tu vois, est à la solde d'intérêts. Bien sûr. C'est normal. Des propriétaires de chaînes, propriétaires de journaux, propriétaires de médias. D'accord. Il y a toujours des intérêts derrière. Et c'est là où tu vois la décorrélation, soit entre la rue, le peuple et les instances dirigeantes, ou la rue, le peuple et les médias. Je veux dire, on a l'impression que les médias n'ont jamais été autant détestés que depuis ces 10 dernières années, tu vois. Et c'est là où le marché, avec son langage, on essaye de rendre accessible, finalement, est le reflet d'une vérité presque pure. Et c'est pour ça qu'on revient, le marché a toujours raison. C'est une vérité presque pure parce qu'elle est effectivement la somme de tous les intérêts, interprétations, actions, inactions aussi, convergés en un seul chiffre, en un seul indice, en un seul indicateur, qui va tendre vers la vérité de ce qui est en train de se passer ou de ce que le monde... réellement. Voilà. Mais je veux dire, by intent, quoi. Oui. Mais ça qui est dingue. Ouais, mais parce qu'au final, on revient à la nature intrinsèque de l'homme qui va chercher l'amélioration. Betterment. Ouais, c'est ça. C'est les anglicismes qu'on essaye de traduire. J'aime pas, mais bon, ça nous arrive, ouais. L'amélioration de sa condition. Il veut essayer d'améliorer sa condition en ayant une vie meilleure, en faisant plus d'argent, donc il va agir dans son intérêt. Et là, ça se voit directement. Voilà. Et ça, c'est la main invisible d'Adam Smith. Voilà. Alors, donc là, je vais du coup passer sur le côté des finances, mais du coup, c'est bien parce que ça fait une super bonne transition. Quel est le conseil le plus précieux que tu donnerais à un jeune qui souhaiterait se lancer ou en tout cas avoir plus d'infos et comprendre au global comment fonctionnent les finances, quoi. Ou alors, qu'est-ce que tu donnerais comme précieux conseil à un jeune qui souhaitait peut-être se lancer dans le trading ou commencer à investir en voulant vraiment comprendre le marché? C'est quoi, selon toi, les mainstones qui soutiendraient vraiment le sujet, quoi? Il y a 3 mois, je suis allé dans mon ancienne école de commerce. J'ai été invité par... Tu m'as dit, j'ai été invité par les gens du pôle carrière finance, qui m'ont invité pour faire un petit talk aux étudiants en master de finance d'investissement. Et donc, je leur ai parlé un petit peu de ma life, je leur ai essayé de leur... d'expliquer quelques concepts. T'as kiffé? Ouais, j'ai adoré. Alors, ça m'a donné beaucoup de matière à réfléchir sur le concept même de l'éducation et de l'école en tant que système, mais bon, c'est pas le sujet de la question pour l'instant. Et en fait, la grande majorité des étudiants sont venus me voir à la fin j'ai fait toute la journée, j'ai fait 6 talks de 1 heure. Ah ouais, j'ai enchaîné. J'étais lessivé, mais
mais l'énergie que j'ai pris était extraordinaire, extraordinaire. Et puis, comme j'étais à leur place il y a longtemps, je ne vais pas dire, il y a 18 ans, donc forcément, j'avais une petite appréciation émotionnelle. Un goût particulier. Voilà. Et en fait, ils m'ont posé une question similaire, mais axée de la part d'étudiants. C'est-à-dire, ils m'ont dit, voilà, donc ça, c'est des gamins qui ont fait des écoles préparatoires, qui ont été à l'université, qui sont en master. Ils étudient, ils raquent pour étudier. Donc ça fait déjà partie, en vrai, du haut du panier. Oui, exactement, voilà. Et en fait, 90% de ces étudiants sont venus me voir à la fin pour me dire comment je fais pour trouver un stage. Comment je fais pour trouver un taf, comment je fais pour trouver un VIE, voilà, qui rejoint ta question. Comment je fais pour me lancer? Voilà, voilà mon CV. Est-ce que vous pouvez revoir mon CV? Est-ce que voilà les messages que j'envoie sur LinkedIn à des gens comme vous? Et effectivement, moi, je reçois des messages LinkedIn tous les jours. Et en fait, le grand problème, c'est que nous sommes tellement focalisés sur la partie éducation, sur la partie école, l'aspect diplôme, théorie et cocher les cases qui vont servir de ligne sur un CV dans la partie académique, qu'on en oublie la réalité de ce que c'est ce métier. Et quelle est la réalité de ce métier? La réalité de ce métier, elle est simple. Le marché a toujours raison. Voilà. Et comment tu le sais? C'est en investissant toi-même. La pratique. Exactement. C'est moi, quand je suis sorti de l'école, j'ai commencé mes premiers stages. J'étais en Angleterre, j'ai fait un deuxième master, j'ai commencé à bosser dans des petites structures financières à Londres. Et j'ai essayé un petit peu d'investir de mon côté avec les quelques deniers que j'avais. À côté de ton stage, quoi. Ouais, à côté de mon stage non rémunéré. Ah ouais? Ah ouais, ouais. À Londres, pourtant? Ah ouais, dinguerie. Putain, c'est fou ça, quand même. Ouais. Les mecs, ils sont blindés aux as, ça fait quoi en Exactement. foutre, et pourtant, c'est les pires crabes sur Terre. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on reste riche. Soit gagner plus, soit donner moins. Exactement, exactement. Et en fait, j'essayais à mon modeste niveau, tu vois, modeste, oui, parce que j'avais pas beaucoup de moyens, mais quand même, j'avais été à l'école, voilà, j'avais fait quand même 2 masters, j'avais fait des formations à côté, j'étais en stage, donc si tu veux, j'étais quand même normalement être en mesure de pouvoir commencer à faire mes premiers pas dans un milieu dans lequel j'aspirais évoluer professionnellement. Yes. Et en fait, j'ai pris des bananes. J'ai pris énormément de bananes parce qu'en fait, quand tu réalises que la théorie n'a rien à voir avec la réalité du marché, c'est difficile même pour l'ego. Tu vois, parce que tu t'es préparé pendant 15 ans à faire des études et tout, et là tu dis, mais en fait, je ne sers à rien. Tu vois, c'est presque une honte. Comment je vais demander à te bosser, à avoir un stage, si en fait, dans la réalité, je suis pas capable. Ouais, je comprends rien. Ouais. Et quelques mois après, j'ai fait la rencontre d'une personne qui a professionnellement changé ma vie à Abu Dhabi. Qui, quand je l'ai rencontré dans l'occasion d'un premier taf de trader, il m'a demandé si j'avais de l'expérience. Et malheureusement ou heureusement, les stages que j'avais à Londres, si tu veux, n'étaient pas du tout dans le trading. Étaient dans la finance, mais pas dans le trading. Donc, vis-à-vis de mon CV, je n'avais pas de ligne. J'avais les diplômes, mais je n'avais pas de ligne expérience professionnelle trading ou assistant trader ou stage en trading. Mais, par contre, j'avais les bananes que j'avais prises, personnellement. Tu vois. Donc, quand le mec me dit « Ok, donc tu n'as jamais fait de stage en trading, ok, très bien, tu as l'air quand même de comprendre théoriquement le marché, tu as l'air de venir de bonnes universités, de bonnes écoles. » Et je lui dis « Mais si, personnellement, j'ai essayé un peu d'investir. » Et là, on a commencé à parler de quelques trades. Et là, on s'est mis en fait de parler, la scène s'est rééquilibrée. C'est-à-dire que je ne suis plus le demandeur de taf ou de stage face au donneur de stage ou de taf. On est 2 professionnels. Un professionnel expérimenté et un jeune professionnel qui commence, et comme beaucoup de gens qui commencent, qui se prend des bananes. Mais qui parlent du même marché. Voilà. Est-ce que tu peux donner un exemple, tu vois, parce que moi, je t'imagine en stage, puis en fait, ouvrir ton petit compte sur Vanguard ou je sais pas quoi, et commencer à venir placer des... Donc, sans faire de pub. Comment ça se passe, quoi, ce truc? Tu vois, alors, écoute... Comment tu commences de ton côté à te dire, vas-y, je vais essayer des trucs, et sur quel marché tu te lances, et qu'est-ce que tu fais au début, quoi? Alors, moi, ce que j'ai fait au départ, c'est déjà en étant plus jeune, j'avais forcé mes parents à ouvrir un compte titre, ça s'appelait.
dans leur banque. Et à la base, c'était pour me... Ils avaient fait ça plus pour m'encourager. Ils vont dire, OK, il est intéressé dans la finance, la bourse, on ouvrir un compte titre et tout. Et en fait, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai mis un compte titre à mon nom en étant majeur. Et je me suis dit, bon, bah écoute, maintenant, j'ai accès à des informations macroéconomiques. Tu vois, je suis à Londres, je suis au contact de professionnels. Donc, je vais essayer de coller toutes ces petites infos que j'ai. En plus, il faut savoir que c'était en 2008-2009. Donc là, on est en pleine crise Ça bouge, financière. quoi. Ah ouais, Il y a du mouvement. Il y a beaucoup de mouvements, tu vois. Et moi, je commençais à mettre de l'argent. Alors moi, je m'étais dit, je vais acheter des actions de banque parce que même si elles sont prix des bananes, elles sont tellement importantes pour la stabilité économique d'une nation. Que anyway, ça va imprimer, ça va remonter, quoi. Exactement. Que s'il le faut, comme je voyais des politiques au niveau des États-Unis, au niveau de l'Union européenne, mettre des gros chèques pour que l'économie se stabilise, je me suis dit, même les banques, même si elles vont ramasser, tu vois, elles vont quand même essuyer de grosses pertes, mais au final, elles vont pas mettre la clé sous la porte. Tu vois. Bon, effectivement, pour beaucoup, elles n'ont pas mis la clé sous la porte, mais elles ont quand même vu le prix de leur action baisser drastiquement. Elles ont grave morflé, tu vois. Et typiquement, voilà, donc je me suis retrouvé en me disant, mais fondamentalement, de manière systémique, le système économique français repose sur sa capacité à avoir des banques qui fonctionnent. On ne va pas laisser 60 millions de Français sans compte, tu vois, avec les banques qui ferment. Donc l'État va intervenir. Donc elles ne vont pas faire faillite. Donc l'action va remonter. C'est des banques solides. Tout le monde. La BCE va arroser. Voilà, arroser, exactement, tu vois. Mais entre-temps, le marché corrige, le marché corrige. Voilà. Exactement. Ça se passe pas comme prévu, les gars. Exactement, tu vois. Et tu vois, ça, c'est l'un des exemples. Donc, ça, c'était l'exemple concret de ce qui s'est passé. Et c'est ce dont j'ai discuté avec cette personne, en l'occurrence. Et là, on est arrivé dans le concept de la politique monétaire, de l'impression, des banques, la différence entre les banques européennes, les banques américaines, blablabla. Et c'est là, il s'est dit, c'est bien, au moins, tu avais une théorie, tu l'as testée, tu as compris pourquoi tu t'es fait ramasser, tu as compris que finalement, le marché a toujours raison. T'as pris le feedback. C'est lui qui m'a donné ce feedback. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ça s'est très bien passé. Et finalement, 6 mois après, j'ai eu ce premier taf en trading à Abu Dhabi. Donc, du coup, en une phrase, le conseil pour les jeunes, en gros, essayez le plus possible de corréler la théorie à la pratique. Tout à fait. Confrontez-vous au marché. Et en vrai, et prenez du feedback. Et prenez du feedback et pratiquez. Alors, une petite note tu vois, un petit astérix de bas de page. Alors, bien évidemment, là, il n'y a pas de conseil. Mais on fera un disclaimer au début. Comme d'habitude. Mais il faut être réaliste. C'est pas en mettant 100 € et en pratiquant, même si vous êtes les meilleurs, que vous allez devenir milliardaire. Ouais. Tu vois, même avec le compounding effect, qui est la 8e merveille du monde ou je sais pas quoi. Non, il faut quand même avoir un certain capital. Mais ceci dit, c'est une blague de trader, ça. Il se répète au bureau. on se le passe. Je fais croquer, hein. Qu'au final, au moins, même si ça ne vous rend pas libre financièrement, mais au moins vous aurez un sujet à discuter avec un professionnel. Qui, quand on lui dirait, voilà, cherche un taf, voilà ce que je fais avec mon argent. Et le mec va dire, enfin quelqu'un qui a une réalité, voilà ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce que tu as fait, comment ça a impacté ton portefeuille, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu comptes faire. Et là, on rééquilibre le niveau de conversation. Et pour ces directeurs d'agents gestionnaires de Royal Office, hedge funds, ça a beaucoup plus de value. Bien sûr. Un mec qui s'est confronté. Bien sûr. Qu'un CV blindé avec... Exactement. Et on passe aux questions rafales, Mehdi. Vas-y, c'est parti. T'es chaud ? Vas-y. Allez, on y va. Comment est-ce que tu fais pour rester toujours à jour sur les nouvelles tendances ? Et là, du coup, on va élargir un peu aussi sur les nouvelles informations de marché parce que c'est ton taf de rester toujours au courant des informations macro et microéconomiques pour prendre tes décisions, quoi. Je suis 5-6 indicateurs et 5-6 publications qui ne sont pas mainstream, qui ne sont pas
C'est pas dans les Échos, c'est pas dans Wall Street Journal, c'est pas dans... Voilà, c'est issu souvent de mecs qui ne sont plus de l'industrie, mais qui ont été dans l'industrie pendant 20 ans, qui ont développé des newsletters flingués. Que personne ne lit. Ouais, que très peu de gens lisent, qui sont faits pour les geeks, qui sont faits... Voilà, ils essaient un peu de mettre de l'humour, mais c'est un peu comme l'humour de tonton, tu vois, de 55 ans à Noël, tu vois. Tu vois, c'est un peu décalé, ça fait référence à des trucs, mais il y a toujours de la bonne valeur, tu vois. Donc voilà, quelques newsletters. Et puis, après, c'est YouTube. J'essaye de... Alors, il y a l'aspect économique et aussi l'aspect technologique. Ouais. J'essaie beaucoup de me tenir au courant en suivant, bien sûr, les news AI et puis les développements dans différentes industries. Mais pour répondre aussi à la question, je ne regarde jamais les infos. Ok. J'ai pas de télé chez moi. C'est bon, ça. Voilà. Et t'as un mec à recommander en particulier ou toi, d'expérience, ce qui t'a donné, que ce soit avéré vrai ou faux, mais en tout cas, étaient des théories qui, pour toi, tenaient la route et qui étaient pertinentes, quoi. Ouais, alors il y a un gars que j'aime bien. Alors, c'est plutôt une publication, plutôt qu'un gars. C'est une publication en anglais qui s'appelle Zero Hedge, qui veut dire Zero Hedge, ça veut dire en gros, je ne me couvre pas du tout. Ça veut dire on y va all-in, voilà. Eux, je les aime bien parce que c'est à la fois contre-intuitif, mais toujours bien documenté. Et ils couvrent des sujets relativement vastes et d'actualité. Et c'est facile d'accès aussi. Donc, j'invite les gens à aller lire, et c'est gratuit. Zero Hedge, ouais. Là, je donne des insights. Hein. Ouais, mais attends, et on est là pour tout lui prendre. Hein, exactement, j'ai dit que je donnais tout gratos, allez-y. Hein. Alors, encore une fois, j'ai bien fait de la mettre celle-ci. Quel est ton rapport au risque dans ton activité? Et alors, Dieu sait que c'est un sujet plus qu'important, quoi. Ouais. Le rapport au risque. Le rapport au risque, c'est... En fait, je le scinde en deux catégories. Je le scinde... Il y a le rapport émotionnel et le rapport quantitatif. Okay. Le rapport émotionnel, c'est je ne prends aucune décision qui m'empêche de dormir la nuit. Voilà. Donc, c'est propre à chacun. Ouais. Voilà. Donc, c'est ton seuil. C'est mon seuil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, et ça m'est arrivé bien sûr beaucoup de fois, où tu commences à vraiment, et je parle physiquement, d'avoir des sueurs froides, d'être réveillé la nuit, d'avoir du mal à te rendormir, que tu aies raison ou que tu n'aies pas raison, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. C'est là où je sais que c'est ma limite, tu vois. Quantitativement, je n'essaye de jamais mettre à péril, parce que du coup, moi, je gère l'argent des autres. Ouais. De gens relativement importants dans la région. J'essaye toujours de prendre des risques que je pourrais expliquer et qui vont pas me mettre dans une situation inconfortable vis-à-vis de mes clients. C'est-à-dire que même si nous perdons, même si j'ai pris une décision qui évolue défavorablement, tu aurais une explication rationnelle à apporter au client. Voilà, une explication rationnelle. Et même si on a perdu, on n'aura pas perdu un montant significatif. Tu vois. Et ça, j'essaie toujours d'avoir l'empathie de me dire que même si les gens, bien souvent, les professionnels nous font confiance, nous donnent leur argent, et voilà, s'ils nous donnent notre argent, c'est qu'ils nous font confiance. Voilà. Mais que derrière... Je me dis, c'est quand même des gens qui ont aussi une famille, même si c'est blindard ou pas blindard, c'est de l'argent, c'est une responsabilité. Donc, c'est pas un coup de poker, c'est pas voilà, on va à l'encontre du marché parce qu'on a des petites théories tout bien faites avec nos petites probabilités. Non, c'est aussi être capable de se dire, quand tu te retrouves de discussion d'homme à homme avec quelqu'un, que tu le regardes dans les yeux. Est-ce que tu peux assumer? Voilà, exactement. Est-ce que tu peux assumer et expliquer? Voilà. C'est quoi le dernier livre que tu as lu et qu'est-ce que tu en retiens? Alors, le dernier livre que j'ai lu, alors je ne sais pas si ça va plaire, c'est un livre religieux, c'est sur l'histoire des prophètes. Qu'est-ce que j'en retiens? Alors, qui part des prophètes de Adam jusqu'à Jésus, sans couvrir le dernier Mohammed. Paix et bénédiction sur lui, sur eux tous d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en retiens? C'est que si on croit qu'on a une vie difficile ou des challenges, je peux te dire que du premier jusqu'au dernier,
ils ont été confrontés à ce qu'il y a de plus vil et détestable dans l'humanité, tout en gardant la ligne conductrice, tout en gardant l'optimisme, tout en gardant le sens de la responsabilité. Ils avaient un message à faire passer, et indépendamment de leurs circonstances personnelles, familiales, de santé, d'argent, ils ont honoré cette responsabilité, même si on leur a tourné le dos, on les a humiliés, on les a trahis, tous, hein, premier au dernier. Ils ont gardé la tête haute, ils ont assumé, et pourtant, tu vois, ce sont des personnes qui ont été choisies. Tu vois. Et donc tu te dis, souvent, ça t'aide à relativiser, te dire, ok, très bien, moi j'ai quand même une vie confortable, j'ai des vies difficiles, mais imagine que des gens qui ont été choisis par Dieu, pour ceux qui croient, par Dieu, l'entité suprême, ont dû subir les épreuves les plus compliquées. Donc, ça aide à relativiser. Ouais. Exactement. Voilà. Donc moi, attends, parce que moi j'ai des cartes aussi là. Attends. Reverse. Voilà. Putain. Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre qui s'appelle Clear Thinking. Ok. Et en fait, moi, je suis un peu depuis 1 an tombé amoureux ce que les Anglais, je suis désolé, je vais en faire un paquet, mais pattern thinkings. Ouais. Donc, autrement dit, les schémas mentaux de réflexion. Mm-hmm. Et en fait, ma théorie, c'est que on n'est ni plus ni moins que l'empilement des décisions qu'on prend. Ouais. Donc, si théoriquement, on arrive à augmenter la probabilité qu'on a de prendre une bonne décision, logiquement, notre vie devrait être meilleure et on devrait arriver plus vite à nos objectifs. Donc, ça fait 1 an que je lis énormément de bouquins sur la prise de décision en tant que telle, tu vois. Et s'il y a un point que j'ai retenu et qui est extrêmement important selon moi, c'est qu'en fait, le truc le plus important dans la prise de décision, c'est pas tellement la technique que tu utilises pour prendre une décision, mais plus la position dans laquelle tu es pour en prendre une. D'accord. Et tu vois, ça parle du défaut de l'ego, par exemple, Donc on est sur des schémas vraiment émotionnels. Exactement. Par rapport à des espèces de petits schémas. Et qu'en fait, il y a beaucoup trop de gens qui se focus sur techniquement comment prendre une décision, alors que très souvent, les filtres émotionnels qui se mettent leur empêchent d'avoir les bonnes informations pour prendre des décisions. Comme si tu regardais les mauvaises revues pour récupérer les mauvaises infos, quoi. Moi, l'une des choses qui, je trouve, m'a aidé le plus à évoluer et à prendre des décisions dans ma vie personnelle et professionnelle, c'est avoir, on va dire, le contrôle émotionnel de savoir, avoir des conversations difficiles au bon moment. C'est quand tu es capable de te contrôler émotionnellement et d'avoir des conversations difficiles avec des associés, avec un boss, avec un collègue, avec un ami, et mettre les choses à plat et prendre de la data, prendre du feedback, tout en te contrôlant émotionnellement, revenir sur justement l'ego qui penche d'un côté ou de l'autre et qui finalement ou ne t'aide pas à prendre les bonnes décisions. En fait, c'est là que tu réalises, premièrement, que souvent, c'est pas si difficile que ça. Et deuxièmement, ça te donne un maximum de valeur et de données afin de prendre la bonne décision. Mais, comme tu le dis, comme tu le vois dans tes lectures et dans tes réflexions, ça part d'un travail sur soi émotionnel. Se dire, ok, ça me fait chier, mais on doit parler de ça à ce moment-là. Parce que derrière, il y a une décision qui doit être prise. Chambé. On va cut ici. Le timing est bon. Mehdi, merci beaucoup d'être venu. C'était un kiff. Et je pense que je dois encore te réinviter parce qu'on pourrait... Non, mais sans déconner, je pourrais parler, mec, des heures. Des heures avec toi. T'as un truc à dire, une citation, un mic dropping, un truc, un Insta, une musique, je sais pas, quelque chose. Charlie Munger, que j'aime beaucoup, qui est l'associé il est décédé il y a pas longtemps, de Warren Buffett. All right. Paix à son âme. Ouais, paix à son âme, qui est à la fois un homme qui était brillant intellectuellement et qui avait des punchlines admirables, a dit que la sagesse, c'est de savoir de temps à autre s'appeler soi-même un grand imbécile. Voilà.
Chers amis, merci beaucoup d'avoir été Merci. là. C'était Mehdi et Alexis pour 60 minutes chrono. On se dit à très vite. Likez, abonnez-vous, mettez un commentaire. Allez suivre monsieur, il y aura toutes ces infos en dessous s'il accepte m'en donner. Passez une belle journée, à très vite les gars. Merci. Ciao, ciao.